m'appelle Damien Devienne, je suis chercheur en biologie de l'évolution, donc je m'intéresse à la façon dont les espèces évoluent. Je travaille au CNRS, dans un laboratoire qui se trouve à Lyon, à la Doua. Je m'intéresse à la visualisation des données en biologie, et notamment la visualisation des liens de parenté entre les espèces. Donc ça, c'est une première chose. Je travaille aussi sur la composante horizontale de l'évolution, c'est-à-dire que des espèces à certains moments peuvent se passer des gènes dans un sens ou dans l'autre. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est assez important. Et la troisième chose sur laquelle je travaille, c'est sur ce qu'on appelle les espèces fantômes. Donc c'est les espèces qu'on ne connaît pas, soit parce qu'elles sont éteintes, soit parce qu'elles ne sont pas connues. Et en fait, ça représente la majorité de la diversité, ces espèces fantômes. Et donc, je travaille sur des méthodes pour essayer de détecter cette diversité fantôme, où est-ce qu'elle se trouve, combien d'espèces il y a, etc. Donc je fais de la biologie en analysant des données récoltées par d'autres personnes. Et je fais plus de la théorie, donc je travaille sur ordinateur, je fais de la bioinformatique, en fait. Donc je fais partie d'une équipe de recherche qui a des sujets très très vastes, mais donc on travaille ensemble, comment dire, chaque personne dans l'équipe qui a un poste permanent a ses propres projets de recherche avec d'autres membres de l'équipe, et puis on travaille avec des étudiants qu'on encadre. Donc j'ai fait des études assez classiques, donc après le bac je suis allé à l'université à Orsay. Et j'ai fait la fac de sciences. J'ai fait ma maîtrise donc ça s'appelait la maîtrise, donc c'est le Master 1 aujourd'hui. J'ai fait ça en Angleterre. Je suis revenu en Master 2 à Orsay. Et puis après j'ai fait une thèse. Et puis après la thèse, je suis parti en postdoctorat. Le postdoctorat, c'est quelques années qu'on fait en général dans d'autres labos, pour travailler avec d'autres gens sur d'autres sujets, avant d'avoir un poste au CNRS en 2013. En fait, il y a deux réponses, je pense, à ça. On peut pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas précisément à quoi il ressemblait, parce que même si on trouve un fossile, il y a très très peu de chances que le fossile il représente pile le moment où une espèce a donné deux espèces. Par contre, l'autre réponse, c'est de dire oui, on peut avoir une idée de ce à quoi il ressemblait, parce que si on regarde les caractéristiques morphologiques, par exemple, des espèces qui en descendent, donc de toutes les espèces descendantes de cet ancêtre-là, on s'attend à ce qu'elles partagent des caractères, d'accord, qu'elles aient des caractères en commun qui sont liés au fait qu'elles l'ont hérité de cet ancêtre. Un nageoire de baleine, une aile de chauve-souris, un bras de primate ou n'importe quoi, et qu'on regarde par exemple les os, ils sont organisés à peu près de la même façon partout. Et donc on peut penser que si c'est pareil chez toutes ces espèces-là, c'est parce que l'ancêtre commun des mammifères devait avoir quelque chose qui devait avoir à peu près une forme comme celle-là. Donc par ce biais-là, on peut essayer d'avoir une petite idée de ce à quoi ressemblaient les ancêtres. Et l'idée, c'est que donc un arbre de parenté, c'est donc une structure arborée, avec des branches et des nœuds. Donc il y a un nœud qui n'a pas de parent. Donc ça, c'est la racine de l'arbre. Et la racine d'un arbre, ça va représenter l'ancêtre de toutes les espèces qui en descendent. Donc ça, c'est la racine. Les branches, ça représente normalement, enfin ça peut représenter les changements qui se produisent pendant l'évolution d'une espèce. Et si on considère que plus il y a de temps qui se passe, plus il y a de changements, et ça peut représenter le temps. Donc la branche, elle peut représenter un temps qui se produit entre un nœud et un autre nœud. Les nœuds, c'est des moments où une espèce une espèce mère va donner deux espèces filles. Dans un arbre, c'est représenté comme un point, mais en fait, ce processus, il prend beaucoup de temps. Donc ça, c'est pas représenté dans l'arbre, on fait juste un point. Et il y a certains nœuds qui sont particuliers dans un arbre, c'est les nœuds terminaux, c'est ceux qui n'ont pas de descendants. C'est ce qu'on appelle les feuilles dans un arbre de parenté. Donc il y a la racine, les branches, les nœuds et les feuilles. Et les feuilles, c'est les espèces d'aujourd'hui, ou les espèces qui n'ont pas de descendants, qui sont dans le passé. Si je prends deux feuilles, donc deux espèces qui sont au bout de l'arbre, je peux regarder à quel moment est-ce qu'elles se rejoignent. Ça va être l'ancêtre commun de ces deux feuilles-là. Et plus elles vont se rejoindre loin dans le passé, plus ces deux espèces vont être distantes.
Et donc ces deux espèces, on s'attend à ce qu'elles soient beaucoup plus différentes l'une de l'autre si elles se rejoignent très profond, parce qu'il y a eu beaucoup de temps depuis ce moment-là pour que des différences s'accumulent. Il y a deux réponses, là encore, c'est-à-dire qu'on peut faire en s'intéressant, en regardant des caractères morphologiques, ce qui est visible, je sais pas, la forme du fruit, la forme de la fleur, etc. Et puis en se disant, je vais essayer de regarder ces caractères, et puis je vais me dire que si deux espèces ont beaucoup de caractères en commun, ça veut dire que leur ancêtre commun, il est récent, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour que ces deux espèces accumulent des différences. Donc je peux faire ça, et puis si j'ai plein d'espèces, je peux m'amuser à faire ce petit jeu-là en disant tiens c'est marrant, ces deux-là elles sont très différentes, elles sont sûrement plus loin, elles ont un ancêtre plus vieux, et puis par ce petit jeu-là on peut essayer de retrouver un arbre. Ça c'est avec des critères morphologiques, c'est ce qu'on faisait avant. Aujourd'hui, alors on le fait encore un petit peu, mais aujourd'hui maintenant on est à l'ère de la biologie moléculaire, de la phylogénie moléculaire, où là on va pas s'intéresser à des caractères morphologiques, on va s'intéresser à ce qui sous-tend ces caractères morphologiques, c'est-à-dire l'ADN, les séquences, les gènes, le génome. Et au lieu de chercher des différences entre des morphologies, on va chercher des différences entre des séquences d'ADN. Et la logique est la même, c'est-à-dire que si je prends une séquence d'un gène chez une espèce, une séquence du même gène chez une autre espèce, et ben si ces deux espèces elles se sont séparées il y a très longtemps, ces séquences elles vont être plus différentes que si elles viennent de se séparer. Et donc avec ce petit jeu-là, on arrive de la même façon à reconstruire l'histoire évolutive, ou ce qu'on pense être l'histoire, parce qu'on n'a pas du tout la vraie histoire. Il y a un intérêt presque philosophique, c'est-à-dire que je pense que l'humain a besoin de savoir d'où il vient, pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi est-ce que le monde vivant est comme il est, le monde qui nous entoure, qu'est-ce qui explique ça, où est-ce qu'on se situe là-dedans, qu'est-ce qui fait qu'on a des cousins primates qui quand même nous ressemblent vachement, c'est assez troublant. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un besoin de comprendre vraiment, un besoin intellectuel de donner une logique et une structure à cette chose-là. Ça, c'est une première chose. Et après, d'un point de vue plus appliqué, les liens de parenté ou la connaissance des liens de parenté, c'est quelque chose qui est utilisé en santé beaucoup, en agriculture, en conservation, biodiversité. Donc en santé, on pense, si on revient à un épisode pas lointain, là, le Covid par exemple, il y a des trucs super qui se font quand on connaît les liens de parenté, par exemple entre différentes souches de bactéries ou de virus, peu importe, la forme qu'a cet arbre de parenté, il nous dit quelque chose sur la façon dont le virus se propage, combien de temps il met à infecter un nouveau patient, etc. Combien une personne infecte d'autres personnes. Ça, c'est porté par la forme de l'arbre de parenté. On sait que la monoculture, le fait d'avoir aucune variabilité génétique pour les cultures, c'est un vrai problème, parce que si un parasite arrive, il va tuer tout le monde. Donc on a besoin de recréer de la diversité, et notamment, je sais que si par exemple chez le maïs, qui est une espèce domestiquée, on a besoin de retrouver des nouveaux gènes qui vont peut-être apporter des nouvelles résistances à des pathogènes, et ça peut être bon de savoir que le plus proche parent du maïs, c'est la théocinthe, donc c'est le maïs sauvage qui a été domestiqué il y a, je sais pas, plusieurs milliers d'années. Et savoir que c'est lui le plus proche parent, que c'est lui le cousin le plus proche, ça permet de savoir avec qui est-ce qu'on pourrait croiser le maïs pour essayer de récupérer un petit peu de diversité génétique. Voilà, ce genre de choses. Et puis la biodiversité, ça c'est plus simple à comprendre, je trouve. C'est l'idée que quand on essaye de conserver des espèces ou de protéger un écosystème, il y a deux façons de faire. Soit on décide de protéger de sorte à maximiser le nombre d'espèces qu'on va trouver. Ça, c'est la diversité alpha. Soit on décide de maximiser la diversité phylogénétique, c'est-à-dire on n'essaye pas de garder le plus d'espèces possible, mais de garder les espèces les plus différentes les unes des autres, ce qui est plus malin, parce que protéger 12 000 espèces d'Escherichia, d'une bactérie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en termes de conservation, parce qu'on a besoin, on a envie que ce soit la diversité qui prévale dans le choix des écosystèmes ou des espèces à protéger. Donc pour ça, c'est indispensable de connaître les liens de parenté entre les espèces. C'est de l'histoire des sciences, hein.
Et c'est très riche en fait, cette histoire-là. Ça commence avec Aristote, à peu près 300 ans avant Jésus-Christ. Alors il y avait plein de types de classifications déjà à l'époque, hein, des gens qui classifiaient en s'intéressant à des critères morphologiques. Il y avait déjà ça à 300 ans avant Jésus-Christ. Mais il y avait aussi plein de classifications qui ont duré jusqu'au Moyen-Âge, ou plus utilitaires par exemple, ou bien on met ensemble les plantes qui sont utiles pour se soigner. Donc 18e, on commence un peu à systématiser les choses, mais il y a toujours cette idée, c'est ça qui est rigolo, que toutes les espèces qui sont là, elles sont là parce que Dieu les a mises là. Donc il y a cette diversité qui est là, qui est établie, qui bouge pas, et puis on essaye de les classer, de les ranger, parce que c'est bien pratique de ranger les choses, enfin, c'est plus simple de les comprendre, c'est plus simple d'organiser. Il y a tout un tas de débats à cette époque-là, avec plein de gens, Buffon, Cuvier, tout ça, au 18e, qui se battent un peu sur la bonne façon, la mauvaise façon, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça n'apporte pas. Et en même temps que ça, ils apportent aussi une sorte de logique, c'est-à-dire en disant c'est quand même pratique de nommer les espèces avec un nom d'espèce, un nom de genre, un nom de classe, d'ordre, etc. Il y a un peu de sophistication qui est mis là-dedans. On se rend compte que peut-être il faudrait des caractères différents. On hiérarchise les caractères utilisés pour classer, en se disant il y a peut-être des caractères mieux pour mettre les espèces dans le même genre, et puis d'autres caractères qui, eux, vont être plus utiles pour mettre les genres entre eux, les uns par rapport aux autres. Donc voilà. Et puis c'est là-dessus que Darwin arrive, et lui, il dit, il a cette idée quand même assez géniale de se dire, bah, finalement, est-ce que toutes ces homologies, ces ressemblances, est-ce que ce ne serait pas la trace d'un partage, d'un héritage, et c'est lui la première fois qui utilise les termes de parenté, généalogie, espèce sœur, etc. pour décrire le monde. Et c'est le premier à dessiner un arbre, à vraiment dire, bah voilà, en fait, on passe de groupe emboîté à quelque chose d'arboré. Et puis après ça, bah après il y a l'avènement de la biologie moléculaire, où là on passe de l'étude des formes à l'étude des séquences. Et là on se rend compte de plein de trucs rigolos sur le fait que des espèces qu'on pensait être des espèces sœurs ne le sont pas, parce qu'en fait ce qu'on regardait c'était des convergences, donc des ressemblances qui étaient liées simplement au fait de vivre dans des environnements similaires, et pas à un héritage commun.